C'est devenu une évidence. Le digital, c'est omniprésent, indispensable sur tous les plans de nos vies. On a tous connu la pandémie du Covid-19. Donc là, on a parlé beaucoup de digitalisation, mais surtout sur l'axe comment on fait pour se voir sans physiquement être côte à côte. Donc, on a eu les stores, la visio, tout le monde a découvert ce que c'était Zoom, Google Meet et consorts. Internet, qui est quelque chose qui existe depuis des années, mais qui est en constante aussi évolution, un monde assez bruyant, rapide, avec plein d'opportunités. Donc on peut se poser encore plein de questions, on se posera encore plein dans le futur, c'est pas quelque chose qui est terminé. On a beaucoup plus aussi de clients qui sont connectés ou qui demandent à avoir une relation beaucoup plus connectée avec l'entreprise. Aujourd'hui, recevoir un SMS pour nous dire qu'on va recevoir son colis, quand on n'a plus cette fonctionnalité-là, c'est un problème. Il y a, 5 ans, c'était pas un problème. On se disait, il y a 5 ans, ah super, j'ai reçu un SMS pour me dire, je vais recevoir mon colis. C'est génial. Aujourd'hui, si on ne l'a pas, c'est une déception. En fait. Donc il y a quand même des choses qui changent radicalement et les clients sont souvent maintenant demandeurs d'une relation beaucoup plus digitale avec les entreprises. Mais il y a aussi les employés, la pandémie l'a montré, ont besoin aussi d'outils digitaux pour travailler, faire leur travail. Donc la digitalisation ou transformation digitale, avant on parlait de transformation digitale, parce qu'on était plutôt dans une ambiance où on doit se transformer. Là on parle de digitalisation de façon générale. Donc c'est une stratégie d'entreprise, d'accord, qui s'opère forcément dans le champ du numérique. C'est un choix de l'entreprise. Donc c'est un défi qui est du présent, ça impacte notre quotidien, j'ai donné quelques exemples tout à l'heure, que ce soit personnel ou professionnel, mais c'est quelque chose aussi du futur, c'est-à-dire que c'est des tendances et des pratiques qui évoluent en fait continuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas non plus dans quelques années où est-ce que ça va nous amener la digitalisation. On parle aujourd'hui de métavers, de choses comme ça. Donc on voit que c'est jamais quelque chose qui est terminé. C'est pour ça que c'est un beau terrain aussi. Alors les apports de la digitalisation, ils peuvent être économiques. Quand on va faire, là on va parler peut-être de digitalisation sur tout ce qui est les réseaux sociaux par exemple. Ça apporte l'image de marque. Ça fait la promotion d'une marque, l'expérience client qui est améliorée. Donc c'est quelque part, indirectement ou directement, une source de profitabilité pour l'entreprise. On va toucher plus de monde, diversifier par exemple des programmes de fidélité et puis augmenter l'engagement, que ce soit des clients par exemple. Et donc c'est aussi une perspective de croissance pour se démarquer lorsque justement on a de la concurrence et qu'on veut apporter le petit plus. On va pouvoir se démarquer en digitalisant certains processus. On voit par exemple aussi avec les modes de paiement. Ça permet aussi d'optimiser aussi son retour sur investissement, bien sûr. D'un point de vue sociétal, on a aussi favorisé aussi certaines conditions de travail pour essayer de réduire du turnover, minimiser aussi la pénibilité au travail. Tout ce qui est digitalisation au sens large, par exemple les robots, les aides qu'on peut avoir avec des choses un petit peu des bras. Toute la technologie en fait qui vont finalement éviter de la pénibilité au travail. Et puis ça fait aussi partie de ce qu'on appelle la marque employeur. Une entreprise qui est active, ça donne l'image quand même d'un employeur moderne qui va attirer les meilleurs candidats dans votre entreprise. Alors les hésitantes, donc déjà c'est une digitalisation qui est peu présente dans l'entreprise, avec des collaborateurs et des managers qui sont réticents à investir du temps et de l'argent dans une mutation digitale. Il n'y a aucun chantier de digitalisation qui est entamé. Et en fait, la solution pour évoluer, pour essayer de faire évoluer ce niveau vers le niveau supérieur, c'est déjà d'éduquer et puis de déconstruire peut-être les préjugés. Parce que dans tout ça, il y a peut-être juste des personnes qui disent « oui, ça ne sert à rien de digitaliser ». Mon métier n'a pas besoin de digitaliser, je sais pas, des métiers un peu physiques ou des métiers où la digitalisation c'est pas forcément utilisé dans le métier. Comme ça, en disant ça, j'ai appelé mes sites bâtiments, tout ce qui est un peu manuel qui me vient à l'esprit. Alors que il y a quand même de la digitalisation possible, ne serait-ce que pour présenter son activité, un site internet, pour avoir une présence sur les réseaux sociaux, avoir des avis, etc. Ça peut être des premiers débuts de digitalisation. Alors les entreprises débutantes, on peut avoir des managers, des collaborateurs qui se documentent sur le digital. Ils disent tiens, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Mais ça reste encore une culture la diffusion dans la boîte est un petit peu hétérogène. On n'a pas vraiment une culture digitale dans la société. Et peut-être qu'il y a eu des tentatives, mais sans vision globale. Donc ça n'a jamais vraiment abouti parce que la solution, c'est peut-être juste d'abord d'auditer et leur faire des préconisations sur ce qu'ils veulent faire. Donc c'est souvent des entreprises qui ont un peu essayé par leurs propres moyens
sans vraiment être suivis. Donc, qui est donc les expérimentés. On a une digitalisation verticale, segmentée par service et par processus. Donc, on a passé cette étape d'audit et de préconisation qui nous a peut-être dit ce qu'il fallait faire. Donc, on est à ce niveau-là. Mais on a peut-être encore une stratégie qui est encore imparfaite. On a peut-être des KPI, donc des indicateurs qui ne sont pas encore en place. On a peut-être des récupérations de données, on a peut-être encore des silos de données qui traînent, on ne croise pas forcément les choses. Donc on est plutôt dans des choses qu'on ne sait pas encore analyser. Et puis on a peut-être aussi des outils digitaux déjà existants parce qu'on a passé des niveaux, donc on a déjà des choses qui sont peut-être devenues obsolètes. Après, la solution pour évoluer au niveau supérieur, c'est peut-être juste de recadrer, de replanifier en fait, restructurer un petit peu tout ça. Donc les expérimentés, alors vous noterez juste que au niveau 4, on n'a pas rempli totalement. Parce que c'est ce que je disais, on est sur quelque chose qui n'est pas terminé, qui ne se termine pas par nature, d'accord, parce qu'on ne connaît pas l'avenir. On n'est jamais au niveau maximum. Donc les expérimentés, elles ont développé une culture digitale dans l'ensemble de l'entreprise. Donc voilà, c'est quelque chose qui est logique, c'est bien diffusé, que ce soit à tous les niveaux en fait. Voilà, tous les processus sont digitalisés. On développe ce qu'on appelle une business intelligence. Donc voilà, donc tout à l'heure on disait dans le niveau inférieur, on n'a pas forcément travaillé ces données, croisé des choses. Donc là, on a fait ce travail-là, mais il reste toujours quelquefois à optimiser des choses. Et donc on peut aussi encore intervenir. Quand on parle de digitaliser, en fait, il y a plein de secteurs qu'on peut digitaliser. Et selon le secteur, par exemple au niveau de la culture d'entreprise, de l'organisation ou des technologies, de la production, des données ou du marketing 2.0, on va avoir par rapport au niveau éduquer, auditer, cadrer, optimiser, différentes choses sur lesquelles on peut intervenir. Je prends juste un exemple, on est à un niveau éduqué sur le marketing 2.0, on va essayer d'améliorer l'expérience client et les services digitaux. Ça, c'est des exemples en fait de champs d'application par rapport à un secteur et à un niveau où on pourrait se trouver. Plus dans l'accélération aujourd'hui. Tout le monde a déjà plus ou moins tenté de lancer ou lancer une digitalisation. Donc on va faire un audit de la situation de l'entreprise. Donc on peut aller étudier quelle est la cible en fait qui on vise. Si c'est une digitalisation en interne d'un processus, la cible ça va être les propres salariés, les utilisateurs, etc. Si c'est quelque chose d'externe dans l'entreprise, si on parle de stratégie avec des réseaux sociaux, etc. Donc la cible, on va plutôt travailler quels sont nos clients, nos prospects, etc. Donc les leviers d'acquisition à votre disposition, c'est des choses qu'on va étudier. Comment adapter aussi le discours face à la digitalisation. Donc ça, c'est aussi en interne, c'est la conduite du changement, les choses comme ça, c'est des choses importantes aussi d'auditer. L'idée, c'est aussi d'être transversal. Si on prend par exemple l'entreprise, on va essayer de regarder aussi un petit peu tous les secteurs de l'entreprise, comment aussi on peut croiser les données. Alors souvent, dans les entreprises, vous avez des logiciels ou des choses déjà existantes, mais peut-être vous avez créé des données, des silos de données qui ne se parlent pas entre eux. Par exemple, vous avez une gestion commerciale et puis vous avez un outil qui va vous, gérer vos réseaux sociaux, capter des clients, des prospects, mais les choses-là ne sont pas connectées entre elles. Donc là, il y a un trou dans la raquette, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de dire, la personne qui s'est inscrite à ma newsletter, qui a fait telle action, finalement, je ne sais pas s'il est devenu client ou pas. Vous avez des clients d'un côté, vous avez des choses qui se passent dans un autre système. Par contre, vous ne créez pas finalement d'intelligence autour de tout ça parce que vous ne savez pas relier les choses entre elles. Les processus métiers, on va essayer de les digitaliser aussi pas à pas. On va aller chercher quels sont les besoins d'évolution et de modernisation, que ce soit fonctionnel ou technique, du processus en lui-même. Je reviendrai sur des exemples de processus métiers qu'on a digitalisés, par exemple Enedis et Crystal Union. Donc c'est remettre un plat un petit peu tous les process de l'entreprise et se dire lesquels ont besoin d'évoluer, lesquels ont besoin d'être modernisés. Quelquefois c'est juste technique, quelquefois ça va un peu plus loin et on va toucher au fonctionnel. Bien sûr, important, c'est prioriser les actions à mener. Il y a des choses qui sont peut-être plus prioritaires que d'autres, donc on va essayer quand même d'avoir un planning par rapport à tout ça. Donc l'intérêt aussi, c'est minimiser les résistances au changement. Peut-être qu'on est au niveau 1, parce que c'est les salariés qui sont très réticents en fait au changement. Il faut avoir des objectifs dans l'entreprise, mais si on a finalement des salariés qui n'ont pas de réelle direction au niveau de la digitalisation, Donc être agile dans ce processus-là, l'agilité pour moi, c'est surtout se remettre en cause et pouvoir rapidement changer les choses. Peut-être que ce qu'on se dit, ça valait le coup, et puis finalement, quelques mois après, on se dit maintenant il faut qu'on change. L'agilité, c'est pouvoir se dire, ok, je peux changer rapidement, je peux évoluer rapidement, je ne vais pas m'enfermer dans quelque chose, donc je reste agile.
Alors, revoir son modèle économique, on va essayer de regarder, quand bien sûr la digitalisation de cette entreprise le requiert, on va regarder comment son offre sur ce marché se place, parce que forcément nos concurrents, eux aussi, font des choses. Vous êtes en train de réfléchir à comment vous allez accélérer votre digitalisation, mais vos concurrents se posent les mêmes questions. Donc, comment eux font? Peut-être que ça, vous pouvez aussi étudier. Peut-être que va falloir que vous changez aussi votre modèle économique par rapport à la digitalisation de vos concurrents. C'est pas grave de suivre ce que font les autres. C'est-à-dire que si la digitalisation n'apporte pas de valeur supplémentaire à l'entreprise, peut-être que c'est pas ça en priorité qu'il faut faire. Ça touche effectivement à tous les composantes de l'activité, les processus métiers, on en parlera, le commerce, le marketing, ça touche un peu tous les secteurs. Donc forcément, on ne peut pas tout travailler en même temps. Donc si vous voulez améliorer un processus parce que vous savez que vous allez avoir un bon retour sur investissement et que ça va apporter de la valeur à quelqu'un, c'est peut-être ça qu'il faut commencer à travailler. Donc comment accompagner aussi le changement par rapport à cette transformation? Donc bien sûr, c'est comme tout changement, toute stratégie, ça reste une aventure humaine dans une entreprise. Il y a effectivement des choses à faire avec ses collaborateurs, mettre l'accent sur l'acculturation de vos collaborateurs face à la digitalisation, être sûr qu'ils ont compris en fait ce que vous voulez faire. Donc ça peut passer par de la formation, ça peut passer par des séminaires, etc. Et c'est surtout qu'il faut y penser. Et bien sûr les impliquer dans le processus. Lorsqu'on va parler de processus métier, forcément c'est les salariés aujourd'hui qui sont généralement soit des entrants ou des sortants qui utilisent ces processus. Et donc, ils connaissent le métier et ils sont forcément soit à la source des demandes, en tout cas, ils sont impactés. Donc, si vous ne leur parlez pas ou n'essayez pas de les accompagner dans ce changement-là, il y a peu de chances, en fait, que ça va réussir. Il y a quelques raisons qui empêchent la digitalisation d'une entreprise. Donc, déjà, c'est le temps accordé qui est insuffisant. Alors, si on dit, OK, j'ai envie d'y aller, mais finalement, j'y consacre pas de temps, ça va être difficilement faisable. Le manque de motivation des employés et des managers, et là, ça passe pour ce qu'on a dit tout à l'heure, s'ils ne comprennent pas, il faut apporter finalement les bonnes raisons pour embarquer tout le monde en fait sur cette stratégie-là. Et donc, il faut trouver les bons leviers pour motiver en fait tout le monde. La peur d'investir, oui, forcément, il y a un coût à la digitalisation. Il y a des solutions à développer, des solutions à acheter, des investissements sur des réseaux sociaux, des choses comme ça à faire, des embauches de personnes qui savent faire. On peut être frileux par rapport à un investissement. On peut avoir aussi des inquiétudes face au manque de confidentialité parce que oui, on va traiter de données, on va peut-être créer de la donnée, on va croiser de la donnée. Là aussi, il peut y avoir beaucoup de choses qui vont encadrer la partie réglementaire, que ce soit le RGPD, sur la protection des données, etc. Donc il y a tout un cadre juridique qui doit rassurer aussi. C'est pas juste la contrainte, ça doit rassurer aussi tout le monde face à la digitalisation. Et comme beaucoup de choses, l'affaire du changement. Ça c'est toujours normalement une inconnue quand on va digitaliser, même si on est accompagné, etc. Donc il faut avoir peur du changement. Donc ça c'est un petit peu les 5 raisons et qu'il faut travailler, garder toujours aussi à l'esprit, savoir qu'est-ce qu'on fait face à ça. Alors, si on veut moderniser, c'est qu'on a des signes aussi de certains outils qui deviennent obsolètes. Alors, on a par exemple une application qu'on utilise. Donc là, on est au stade où on a déjà des outils, on a déjà fait une première digitalisation. On est peut-être à un niveau 2 ou 3 de notre niveau et on a déjà des outils qui peuvent être décriés au sein de l'entreprise. En plus d'être décriée, cette application, elle est critique, elle est irremplaçable. C'est quelque chose, par exemple, qui pilote une production. C'est un outil qu'on utilise au quotidien. Et pourtant, il est décrié, mais c'est comme ça. Dès qu'on demande une évolution en plus urgente, ça coûte toujours trop cher ou c'est trop complexe à faire. Les technologies utilisées sont problématiques. On est sur une application avec des technologies vieillissantes qui sont plus mises à jour. On remarque qu'il y a des problèmes importants de conception. Et en plus, on rajoutait à tout ça, les compétences techniques sont perdues. Donc quand vous cochez tout ça, il y a vraiment un souci. Quand vous commencez à cocher une ou deux, il y a aussi un problème. C'est-à-dire que même un point pose des problèmes et il faut se dire qu'on est face à un outil qui est obsolète. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça dans vos entreprises ou au quotidien si vous utilisez des outils qui vous paraissent dans cette catégorie-là. Compétences techniques sont perdues. Ça peut être soit un développeur qui avait été embauché en interne et puis qui est parti ailleurs. Et puis, il n'y a plus personne pour maintenir la solution ou la faire évoluer. Ça peut être un prestataire qui n'existe plus ou qui ne veut plus travailler avec vous. Ça arrive aussi. Quelquefois, ce n'est pas juste technique, ça peut être aussi des compétences métiers. C'est vrai qu'on pourrait le rajouter aussi.
C'est-à-dire que la personne qui était un petit peu aux manettes de cette application-là, qui a donné les besoins, qui a peut-être formé les autres salariés, etc., elle est partie. Donc toute la compétence métier a disparu autour de l'application. Donc ça doit vous réveiller et vous dire qu'il y a un problème. Deux façons de moderniser une application, un système d'information qui a les signes que j'ai dit précédemment. Donc la méthode du Big Bang, c'est la solution la plus radicale. On se dit, on va tout réécrire, la totalité de l'application pour en créer une nouvelle. Alors on va pouvoir bénéficier des dernières technologies. Par contre, on va avoir peut-être des personnes qui vont dire, ouais, c'était mieux avant. Combien de fois on a déjà dit ça? On vous a changé un logiciel, vous avez dépensé de l'argent à faire cette nouvelle solution, et puis finalement c'était mieux avant. Là, c'est la douche froide, hein. Franchement, pour le patron de la boîte. Voilà. Et puis, une force à utiliser la nouvelle solution, forcément, que personne ne veut utiliser. On a recréé un nouveau problème. Les budgets sont souvent dépassés. Oui, forcément, on veut tout réécrire. Donc, on est au minimum, c'est l'investissement qui avait été fait sur la première application, mais il y a de grandes chances que ce soit plus. Et l'issue aussi est incertaine. On n'est pas sûr que finalement la solution sera meilleure que la précédente sur le papier. Tout ça aussi, issue incertaine. Tout dépend aussi de la conception en amont de la nouvelle application. Alors la méthode pas à pas, justement, on va essayer plutôt de découper en fait les besoins d'évolution et de modernisation en plusieurs blocs fonctionnels ou techniques, et puis pour prioriser les actions à mener. Exemple, ok, on a une solution qui est obsolète techniquement, on a une base de données derrière qui est utilisée par cette application, peut-être que cette base de données-là est toujours ok, elle est bien conçue, on va peut-être la conserver et on va commencer en fait à développer la nouvelle solution tout en utilisant la même base de données et on n'aura pas à réfléchir en fait sur cette partie-là. Ça peut être une partie de composants techniques qui sont à mettre à jour et peut-être que ça va suffire. Voilà. Il y a généralement en fait des choses qui sont plus prioritaires que d'autres. S'il y a par exemple un problème de sécurité, justement je suis content de voir qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse au hacking éthique. Donc voilà, ça peut être des vulnérabilités qui sont juste à corriger. Ou des composants à mettre à jour pour garantir la sécurité, alors qu'on l'avait vu comme un problème hyper important où il fallait tout mettre à la poubelle. Donc on va plutôt être dans une amélioration continue du système et on va prioriser donc les mises à jour de ce système. Je reprends juste la slide que j'avais montrée avant. Donc on se situe dans ce secteur-là, à digitaliser technologie, production, données, c'est un petit peu notre métier chez Axiocode. Même si on utilise les réseaux sociaux pour faire notre propre marketing, Axiocode, marketing 2.0, on n'est pas spécialiste, on n'est pas une agence de web marketing. Je crois que, je ne sais plus s'il y avait s'il y a des agences ici. Oui, voilà. Donc nous, on n'est pas agence web, on n'est pas une agence de communication qui fait du web. On est quand même dans ce secteur ici de technologie et de données et de développement. Donc, dans ce secteur-là, on parle beaucoup de solutions, je vais décrire ces solutions qu'on appelle no-code ou de low-code, et puis on a aussi des solutions du marché qui peuvent être le sur-mesure. Alors les critères qu'on va faire, c'est tout le niveau de besoin de codage manuel. D'accord ? Toutes ces solutions-là, je dirais, c'est presque dans l'ordre. Le no-code part du principe en fait qu'on a zéro besoin de codage manuel, on n'aura pas besoin d'un développeur pour développer une solution. Le low-code, on aura besoin un peu de faire de code, ça s'adresse quand même à ces solutions-là, à des développeurs, mais on va essayer de faciliter en fait la vie du développeur pour qu'il ait le moins de code à faire. Solution du marché, bon, généralement on n'a pas beaucoup de code à faire, mais on va surtout acheter en fait une solution sous licence et puis du sur-mesure. Par contre, là on va développer une solution intégrale en sur-mesure et là le besoin de codage est important. Voilà, utilisable par des développeurs ou des non-développeurs. Non-développeurs, c'est pas forcément non plus que des personnes techniques. C'est-à-dire des solutions de no-code peuvent être utilisées par des personnes qui font du marketing, des personnes qui vont faire de la comptabilité, etc. Donc voilà, non-développeur, c'est pas forcément non plus développeur et non-développeur, c'est pas non plus des techniciens, ça je voulais dire. En général, le no-code, on va l'utiliser, on va le réserver sur des besoins simples, souvent avec peu d'interactions avec des bases de données internes ou des applications tierces. Les avantages, c'est que ça va être assez rapide à mettre en place, ça va réduire les coûts, c'est un petit peu l'idée en fait de la solution no-code, c'est d'aller vite, hein, donc on va réduire les coûts et on va avoir des gains de productivité. Alors les inconvénients, on a souvent des options d'intégration avec déjà peut-être le système d'information existant ou d'autres outils qui ne sont pas forcément disponibles.
un manque de personnalisation et puis peut avoir des problèmes de sécurité et de fiabilité sur certaines des solutions. Donc le choix de la solution, il faut bien étudier en fait toutes les solutions pour être sûr de ne pas avoir de problèmes de sécurité et de fiabilité aussi des données. Dans le champ du no-code, je mets aussi tous les outils, pas forcément pour les développeurs, mais qui aujourd'hui sont devenus une évidence. C'est-à-dire qu'on veut faire un site web, on va peut-être utiliser un CMS, tout le monde connaît WordPress, Drupal, enfin des CMS qui vous permettent de faire des sites internet. Là, il y a 10-15 ans, vous voulez faire un site internet, peut-être qu'on avait son neveu qui bidouillait un peu, on lui demandait de faire un site internet. Il allait faire de l'HTML, il allait faire des choses comme ça, il allait lui faire un site internet. Aujourd'hui, on oublie le neveu, le cousin, l'oncle, on les oublie, on n'en parle même plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a des solutions toutes faites qui permettent en fait de faire des sites web, sans parler des sites type Wix ou autres, qui sont encore l'échelle encore au-dessus, et qui sont pour moi dans cette catégorie no-code. Pareil, quand vous voulez envoyer une newsletter, aujourd'hui, il y a plein d'outils qui permettent de gérer les newsletters, vos contacts, etc. Et pareil, il y a 10-15 ans, on se disait, je vais faire un mailing, je vais avoir un fichier Excel, je vais envoyer ça avec mon Outlook. Enfin voilà, on se posait plein de questions en fait, mais comment je vais faire? C'est impossible, donc je ne fais pas. Là aujourd'hui, on ne se pose pas du tout cette question-là en fait. Donc là, on est aussi dans le champ du no-code. D'accord. Et puis après, il y a les solutions de no-code qui permettent de faire les applications. Et c'est là où, pour moi, on est sur des besoins simples avec peu d'interaction. Puis après, donc, on a les solutions du no-code. Donc c'est le même avantage que le no-code, mais en fait, on a simplement une cible qui est différente. On s'adresse plutôt aux développeurs qui vont vouloir améliorer finalement soit la qualité des logiciels, parce qu'on est sur du code qui est fourni par la solution, donc qui est censé être de meilleure qualité en tout cas. C'est ce qu'ils vendent, ces solutions-là. Et puis aussi augmenter la productivité parce qu'on va éviter en fait de faire des tâches répétitives. Alors des solutions low-code, moi j'ai commencé à développer dans les années 90. On parlait déjà d'outils, avant ils s'appelaient des RAD, en fait, des outils qui aidaient les développeurs à aller plus vite et être plus productifs. Ça existait déjà dans les années 90. Hein. Alors l'essor du web, etc., et l'accès en fait à ces outils-là se font maintenant de manière un peu différente. Et c'est ça qui a un petit peu changé. Mais ça a toujours été un petit peu la quête du Graal pour les développeurs, c'est de faire le moins possible. donc des outils comme ça ont toujours existé et on a toujours cherché à les améliorer. Mais les inconvénients, c'est faut quand même maintenir en fait des compétences techniques de codage classique, c'est-à-dire que les outils aujourd'hui du marché vous mettent dans un mode de fonctionnement où toutes les compétences techniques de codage que vous avez pu peut-être apprendre, développer au fur et à mesure du temps, quand vous utilisez des solutions low-code, vous perdez un petit peu ces compétences-là. Et pour un développeur qui, après, veut changer d'entreprise, l'entreprise utilise une solution de low-code, soit il reste spécialisé dans cette solution-là, et il va aller trouver une entreprise qui utilise aussi cette solution, donc là, il n'y a pas de problème. Soit il va falloir qu'il se reforme ou qu'il se remette à niveau en fait, sur ses compétences techniques de codage classique, parce que sa prochaine entreprise n'utilise pas de solution low-code. C'est plutôt dangereux, je dirais, pour les développeurs qui changent souvent d'entreprise ou de technologie. Alors les solutions du marché, j'en ai dit tout à l'heure, en fait, finalement, quand je parlais de WordPress, quand je parlais de logiciels pour envoyer des newsletters, des choses comme ça, on est plutôt dans les logiciels SaaS, donc c'est donc des solutions qu'on va avoir un peu self-service à la demande, et généralement fourni via Internet, c'est-à-dire on a juste besoin de son navigateur web pour accéder à l'application et nous fournir en fait le service. On est plutôt dans cette catégorie de logiciels plutôt que des logiciels avec des clients lourds à installer sur les PC avec l'informaticien qui vient sur chaque PC vous installer le logiciel, etc. Alors on a des configurations et déploiements rapides, je parlais de WordPress, je parlais des outils comme ça, donc c'est assez facile à configurer, à déployer, on peut facilement se former, c'est accessible. Et pour la plupart, il y a une bonne évolutivité aussi. Les moins, on a un manque de contrôle, vu que c'est quelque chose qui est fourni par un éditeur. Forcément, ce n'est pas dans notre système d'information, c'est un éditeur qui nous fournit le service. Si l'éditeur venait à arrêter le service, forcément, on a perdu soit les données, soit le service qu'on avait, mais on l'a perdu. D'accord. On a souvent des coûts par abonnement. Quand c'est une solution pour les utilisateurs de votre entreprise, et qu'il y a une centaine d'utilisateurs et que vous avez un coût de 20 € par mois par utilisateur, c'est des calculs qui se font sur quelques années pour voir si finalement
d'autres solutions ou d'autres méthodes pour être plus rentables ou moins coûteuses dans le temps. Je reviens aussi là-dessus, c'est le manque de contrôle, c'est-à-dire si l'éditeur enlève des fonctionnalités, en rajoute mais que vous n'en avez pas besoin et vous fait augmenter votre abonnement, enfin voilà, c'est toutes des choses que vous ne maîtrisez pas. D'accord ? La sécurité des données, forcément vous confiez vos données à un éditeur tiers, donc là aussi, où sont localisées les données ? Est-ce que au niveau réglementaire, je suis toujours dans le cadre de la loi, est-ce que c'est pas stocké, je sais pas, aux États-Unis, enfin voilà, il y a beaucoup d'entreprises et de collectivités qui regardent où sont stockées les données quand elles font le choix d'une solution. Exigence de connectivité, oui, ça c'est plutôt vrai aussi. Et puis la performance de la solution aussi, voilà, qui est à regarder. Donc il y a quand même, d'un côté, on a quelque chose de accessible rapidement. Oui, mais je vais prendre un abonnement, j'ai tout de suite le service. Mais derrière, on oublie peut-être de regarder un petit peu tous ces critères-là. On n'est pas focus sur le long terme et il faut faire attention. Après, on peut se dire aussi, oui, mais c'est pas grave, si l'éditeur change, je changerai de solution, je prendrai le concurrent et puis ça se passera bien. Bon, peut-être que je récupérerai mes données ou pas, mais c'est pas grave. Voilà. C'est pour ça qu'on est aussi comme dans les solutions de code, c'est peut-être des besoins qui sont plutôt simples, qu'on peut rapidement, les solutions, on va pouvoir changer d'éditeur rapidement. Donc des choses peut-être pas critiques pour l'entreprise. Après, donc, on a la solution du sur-mesure. Donc là, on est sur le sur-mesure. Donc c'est quelque chose qui a été imaginé, développé pour vous et seulement vos besoins. D'accord ? Donc on peut avoir forcément dans les plus un interfaçage optimal avec tous les autres outils de votre système d'information, de votre structure, une bonne sécurité de données. Ça sera garanti par l'application, c'est sur votre réseau local, c'est pas partagé, etc. On a une meilleure, normalement, sécurité des données. On est indépendant des évolutions du marché ou de l'éditeur. C'est du sur-mesure, c'est pour vous. Et vous avez aussi la propriété. Ça, c'est aussi important pour des startups, pour même des entreprises qui veulent valoriser en fait leurs actifs aussi digitaux. Ça a de la valeur. D'ailleurs, l'application que vous développez, l'intelligence que vous mettez dans une application, pour vous démarquer peut-être de la concurrence, peut-être que quand vous allez peut-être vendre la boîte, et ça fera aussi partie des actifs de la boîte. Et c'est assez intéressant aussi de regarder ça. Bien sûr, il y a quelques inconvénients. Le temps de création de la solution, on va être sur des process de conception, de spécification, de développement, etc. Donc on est sur un processus qui est généralement long parce qu'il y a tout ça qu'il faut étudier avant de commencer à développer la solution et de la mettre à disposition. Et puis il y a un investissement forcément qui est important au début de la mise en place de la solution, de sa conception et de son développement. Je mettais au regard tout à l'heure de ça le coût par développeur de licence. Voilà, sur, je vous disais, une centaine d'utilisateurs, 20 € par mois. Voilà, sur les solutions que nous on développe, généralement, on démontre toujours qu'au bout de 2-3 ans, en fait, la solution sur mesure devient un peu plus rentable que par abonnement. Voilà. Et je veux dire, tout dépend vraiment de ce qu'on cherche à digitaliser. Est-ce que c'est quelque chose qui est crucial pour l'entreprise? Est-ce qu'elle doit garder la main sur ces données? Voilà, c'est plein de questions en fait, qu'il faut se poser pour savoir quelle solution que l'on va choisir. Nos clients, on a Enedis et puis Cristal Union pour lesquels on fait du développement sur mesure. Pour Enedis, vous voulez par exemple sur les techniciens qui intervenaient dans des postes électriques, savoir si en fait il y avait de l'amiante lorsqu'ils allaient intervenir. Donc la solution, ça a été d'apporter donc une application qui permettait d'identifier les postes électriques avant de rentrer bien sûr dans le poste électrique, s'il y avait de l'amiante ou pas dans ce poste électrique. Donc c'est un outil collaboratif parce que les techniciens pouvaient, si ce n'était pas référencé, pouvaient eux-mêmes référencer des éléments. Ça apportait une meilleure sécurité aux techniciens. Avant, ils rentraient dans le bâtiment sans savoir et ils étaient donc soumis à l'amiante. Donc meilleure aussi planification des interventions en sachant si le poste sur lequel on va devoir intervenir a de l'amiante, donc on doit préparer en fait des choses un petit peu en amont. Un deuxième exemple qu'on a fait avec Enedis, c'est de suivre la qualification des techniciens. Quand vous faites un réseau électrique, quand un technicien va faire une confection d'un accessoire d'un réseau électrique, il doit avoir une certification. Et il y a un certain nombre de montages à faire dans une année pour maintenir sa certification. Avant Enedis, on n'avait pas de solution pour gérer ça. Quoi qu'il arrivait, tous les ans, tout le monde partait en formation, et on parle de milliers de techniciens, tout le monde partait en formation pour refaire un recyclage. Donc ça coûtait des millions de formations, parce qu'il n'y avait pas de suivi de tout ça. Donc là, on a apporté donc une application qui permettait donc à la fois le suivi
mais aussi pour enregistrer en fait le montage que que le technicien a fait, pour pouvoir comptabiliser en fait ce montage-là. Donc il y a une application mobile. On a digitalisé aussi le process. Vous avez des fiches d'intervention de chantier qui étaient généralement pleines de boue, mis dans une bannette au chef de service en fin de semaine. Donc tout ça, bien sûr, un processus qui marchait super bien. Et donc là, aujourd'hui, ils ont une application. Et donc quand ils arrivent sur le terrain, déjà ils se géolocalisent. Ils vont indiquer en fait quel est le montage qu'ils vont faire. Donc ça va pouvoir compter le nombre de montages pour maintenir leur certification. On va aussi vérifier qu'ils ont la bonne certification par un processus de scan de carte avec un QR code pour savoir si ils peuvent faire ce montage-là ou pas, et prendre des photos sur l'accessoire, etc. L'autre problème aussi qui a été réglé, c'est que une fois que vous avez fait votre montage d'accessoires dans une fouille et que vous avez refermé, et que vous avez un problème avec un équipementier d'accessoires et que vous ne savez pas en France où est-ce que vous avez fait ces montages-là, il faut tout ouvrir. Et ils ont eu des exemples avec 3M, pour ne pas les citer, où ils ont dépensé des millions à ouvrir, à faire des trous partout. Quand on voit des fois des rues, on se dit mais putain, ils ouvrent 3 fois la rue, ça fait 1 an, 3 fois ils ont creusé, quoi. Des fois c'est juste pour rechercher en fait quelque chose, et donc ça a coûté des millions. Et donc là, avec cette application-là, ils ont amélioré la traçabilité parce qu'ils savent exactement où ont été faits les montages, si géolocalisés, et en cas de problème, ils peuvent savoir où sont les accessoires spécifiquement. Donc voilà, meilleur suivi des confections effectuées par les techniciens. Ce qu'on a aussi fait pour Enedis. Donc Enedis est organisé en direction régionale. 80% des directions régionales maintenant utilisent cet outil-là pour la gestion des dépannages. Quand vous appelez Enedis parce que vous avez vu il y a un poteau électrique qui est tombé, vous appelez un centre d'appel qui vous leur dites voilà, il y a un poteau qui est tombé, c'est à peu près ici, etc. Donc tout ça c'est rentré dans un logiciel. Et après, c'était dispatché à une direction régionale. Et ils appelaient les techniciens pour dire il faut que tu ailles intervenir là-haut, sans savoir où était le technicien, etc. Ils parlaient au téléphone avec la personne quand même. Et aujourd'hui, donc, ils ont un système qui permet de géolocaliser tous les techniciens, savoir s'ils sont en intervention ou pas, sur quelle intervention, pouvoir les affecter à une intervention en calculant le temps qu'ils vont mettre pour aller à cette intervention, tout en respectant à la fois leurs compétences, parce que quand on a certaines choses à régler et qu'on n'a pas les compétences, on ne peut pas envoyer la personne, et sur le temps de travail, très important chez Enedis, c'est-à-dire pour ne pas dépasser le temps de travail de la journée ou de la semaine. On aide en fait à trouver le bon technicien et le mettre sur le bon dépannage. Avec un mode crise, quand il y a des tempêtes, des choses comme ça, donc voilà, il y a tout un process qui est un peu différent quand on gère une crise. C'est ce qu'on a aussi utilisé comme process qui était fait un petit peu de façon... chacun faisait un peu comme il pouvait, on va dire. On parle d'Enedis. Si on descend juste un petit peu de niveau et qu'on se dit, voilà, dans mon entreprise, de quoi je pourrais bénéficier, là on parle quand même de grosses entreprises qui n'ont pas forcément de toutes les solutions qu'on pourrait imaginer. Et pourtant, ils ont des centaines et des centaines de logiciels développés sur mesure quand même dans leur système d'information. Donc meilleure gestion des ressources humaines, par le fait aussi de bien vérifier que tout le monde travaille aussi le bon nombre d'heures, qu'on n'affecte pas en fait des techniciens sur l'intervention alors qu'ils ont déjà travaillé plus de 40 heures dans la semaine, etc. Optimisation des délais d'intervention, parce qu'on sait précisément où sont les techniciens, donc on sait que le plus plus compétent et celui qui est le plus près, c'est telle personne, donc on va pouvoir l'affecter, mais on va optimiser aussi le délai d'intervention. Et il faut savoir en fait que chez Enedis, ils ont ce qu'ils appellent un indicateur qui est le temps de rétablissement. Quand il y a un problème, le problème peut toucher un certain nombre de personnes, de foyers, et donc eux s'engagent à rétablir en fait le courant en un certain temps. Et c'est un indicateur qu'ils suivent annuellement. Et ils ont des pénalités, des amendes en fait, s'ils ne respectent pas en fait ce temps-là. Cristal Union, alors Cristal Union ça ne parle pas comme ça, mais en fait c'est une coopérative agricole, c'est notamment les sucres d'Adi. Donc c'est c'est la coopérative en fait qui, ils ont plusieurs marques, ils ont plusieurs alcools, etc. assez connus. Donc eux leur objectif c'était d'améliorer la production, la productivité en fait des équipes qui récoltent les betteraves pour faire du sucre. Donc on est loin des métiers dont on pense pouvoir digitaliser. Donc là on parle de personnes qui arrachent en fait des betteraves. Donc là en fait ils ont une application qui permet en fait de géolocaliser où sont les silos de betteraves. Il faut savoir en fait que ces coopératives utilisent des exploitants agricoles, des centaines, sur un secteur donné, et qui vont aller ramasser des betteraves coopératives, et ils sont payés par rapport à ce qu'ils ramassent. Hyper important en fait.
Donc là, on a optimisé avec un outil aussi collaboratif, une application mobile, donc avec des profils un peu différents. Et voilà, pour partager l'information, limiter en fait les erreurs, aller ramasser la parcelle à l'exploitant et donc finalement lui piquer un peu son chiffre d'affaires. Et puis, quand on a terminé de récolter, en fait, ces données sont remontées à un autre système qui va dire en fait au camion d'aller chercher à tel endroit le silo de betterave, etc. Donc fluidifier un peu toute cette mécanique-là. Alors une application mobile ici qui, avec beaucoup de contraintes au niveau justement d'utilisation de tout ce qui est GPS, etc. Parce qu'on est dans les champs, forcément avec une bonne connectivité. Donc voilà, pas mal de choses à faire à ce niveau-là. Et puis aussi, alors, pourquoi du sur-mesure aussi? Eux, ils ont un ERP, ils ont déjà des gros systèmes, etc. L'application mobile envoyer à leur système existant les informations pour que d'autres systèmes puissent prendre le relais. Donc finalement, on vient corriger finalement un processus qui n'était pas digitalisé et qui permet de fluidifier la donnée dans l'entreprise. Donc les étapes pour accélérer sa digitalisation, donc auditer, cadrer, et puis donc optimiser donc, par rapport à nos différents niveaux. Peut-être qu'on est au niveau où il faut juste auditer, déjà prendre connaissance en fait de la situation et puis préconiser des choses. Voilà, puis après on va aller redescendre jusqu'à optimiser. Bien sûr, il faudra toujours mesurer ses efforts pour encore optimiser, quel que soit le niveau d'ailleurs, optimiser la prochaine étape. Donc voilà, la mesure en fait ça va avec la digitalisation. Quand on apporte le process qu'on va digitaliser, il faut qu'on sache d'où on part et où on veut aller et puis mesurer voilà, si on a atteint effectivement cet objectif qu'on s'était fixé. Et puis forcément rester à l'écoute des opportunités, des avancées technologiques parce que c'est quelque chose voilà, qui est tout le temps en perpétuelle évolution. Et donc, comme j'ai dit, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai dans 10 ans. On aura d'autres choses et on parlera encore de digitalisation dans 10 ans, mais encore d'une autre manière. Donc voilà, il faut quand même faire de la veille, suivre tout ça, soit par vous-même, soit vous faire accompagner.